Bonsoir, ami de Pépitor, on reçoit Adrien ce soir. Salut Adrien, comment ça va? Salut Denis, salut à tous, ça fait un bout de temps. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Ça faisait pas mal de temps, dis donc, hein, quand t'avais pas reçu. T'es pas mal occupé, d'après ce que j'ai cru Ça va bien comprendre. faire 6 mois, un an, je pense pas loin. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien que t'aies pas oublié nos aventures passées de Et Grenoble. on revient toujours aux origines, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait discuté à l'époque où tout allait bien, quand les marchés étaient super haussiers, etc. La grande mode, c'était le trend following. Et à chaque fois, en parlant un peu avec tout le monde, tout le monde disait oui, le trend following, ça marche sur tous les types de marchés. Donc maintenant, où on est sur un marché un peu plus compliqué, on va pas dire le mot qui fait peur, le mot baissier, mais bon, c'est un C'est interdit marché. de le dire, ça. C'est un bear market, hein, c'est un marché baissier. Est-ce que le trend following marche encore ou est-ce qu'il est aussi performant qu'avant? Toi qui es un spécialiste de ça, qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors déjà, certes, c'est bien moins facile. Pourquoi c'est moins facile? Parce que, bah, comme tu as dit tout à l'heure, l'indice n'est plus en tendance haussière affirmée. Si on est un peu neutre, on peut considérer que là, il est neutre au-dessus des 6100 points, en tout cas pour le CAC. Du coup, étant donné que l'indice est en cours de retournement, bah, énormément de sociétés qui suivaient grosso modo la direction de l'indice principal, bah, elles se retournent de la même manière. Et donc, en 2019-2020, bah, surtout 2020, où on discutait beaucoup de trend following, la plupart des actions étaient orientées au-dessus de leur MM200, au-dessus des MM50, bref, tous les indicateurs à la hausse. On cassait les plus hauts, on était vraiment en tendance haussière affirmée. Bon, après, la tendance haussière, il y a toujours une définition, mais pour moi, c'est aussi au-dessus de la MM200, neutre quand elle est plate, et puis baissier quand la MM200 est baissière. Donc là, on va être objectif au moment où on discute, là, tous les deux, c'est neutre. Mhm. Baissier sur les indices US, par contre, pour le coup, ça, Bon, je- il y a pas la même config. Mhm. Et du coup, bah, évidemment, quand l'indice il est baissier ou neutre, beaucoup de sociétés suivent un petit peu cette direction-là. Et donc, le peu d'entreprises qui sont encore en train de casser leur plus haut à 52 semaines, qui continuent en tendance haussière au-dessus de la MM200, au-dessus de tous les critères techniques en cassure de plus haut, de pression en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut, bah, il y en a beaucoup moins, en fait, tout simplement. En 2020, on pouvait aller dans tous les secteurs, dans le renouvelable, dans l'industriel, dans les semi-conducteurs, dans de la tech. Il y a tout qui montait. Depuis janvier, il vaut mieux être dans du cyclique, de la défense, Mhm. des pétrolières. On va dire que la rotation sectorielle, elle est quand même Mhm. assez violente cette année. Et du coup, si on fait uniquement du suivi de tendance, comme c'est mon cas, on est obligé de changer son fusil d'épaule. On a subi la rotation sectorielle parce qu'on ne l'anticipe jamais. Et à chaque fois qu'il y en a eu une, bah, je l'ai subi de plein fouet. Quand il y avait eu, tu te souviens, le vaccin Mhm. en novembre, tu sais, de l'année du En Covid. pleine séance, à midi, ouais. Moi, Moi, ça, j'étais chez le dentiste et j'avais mis des épuisettes et ça avait traversé complètement. J'ai rien compris quand je suis sorti. moi, ce jour-là, je m'étais fait juste taper mes positions et du coup, bah, j'avais dû reprendre par la suite. Dans ces moments-là, en fait, on ne l'anticipe pas du tout, nous, la rotation sectorielle. Mhm. Et donc, janvier, quand on a eu le début de retournement, janvier-février de cette année, quand on a eu le cours de retournement, bah, c'est là où j'ai eu énormément de positions de moyen long terme qui ont été tapées. Ce qui est extrêmement frustrant quand tu es sur du seuil tech, que tu te suis depuis quasiment un an et demi, 2 ans, et que tu te fais taper ton stop, bah, t'es pas très content. Mais malgré tout, c'est à partir de cette période que ça a commencé à être difficile, que la rotation sectorielle a eu lieu vraiment de façon brutale et qu'il y a peu de secteurs qui s'en sortent encore. Mhm. Et donc, bah, les meilleurs ont réussi à anticiper cette rotation sectorielle, à savoir quels seraient les besoins si on rentre dans un cycle un peu inflationniste avec les tensions, avec la guerre en Ukraine, plus les tensions inflationnistes qu'on a quand même depuis la reprise du Covid. Les autres, et je m'inclus plutôt dans la seconde catégorie, bah, on a repris nos screeners, on a regardé quelles étaient les actions qui tapaient leur plus haut, et bah, on a changé nos portefeuilles tout simplement. Donc, ça Mhm. se fait toujours un peu dans la douleur, une rotation de Ouais, portefeuille. ouais. C'est jamais un cycle où on anticipe, on coupe les positions de façon propre, on allège les secteurs les plus touchés ou les plus impactés potentiellement par l'actualité. Mhm. Mais tu le fais dans la douleur, tu as ton stop qui se fait déclencher à X% de ton précédent plus haut. Tu te prends la bugne et puis ensuite bah, tu repars sur des nouveaux dossiers et bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Mhm. J'ai subi en fait janvier-février, j'étais vraiment particulièrement rouge.
Et à partir de mars, grosso modo, mars-avril, j'ai commencé à reprendre des positions en revenant aux fondamentaux, en fait. Les premières règles que je suivais quand je faisais du train, parce qu'en 2020-2021, je pouvais faire un petit peu le malin, je pouvais aller sur d'autres configs, je pouvais tenter d'autres choses. Et quand ça devient difficile, qu'est-ce qu'on fait? Soit on change complètement sa méthode et on se remet en question, soit on revient sur ce qu'on fait de mieux, et j'ai choisi la deuxième option. Parce que, deux petites questions. Alors toi, tu as eu une entrée en bourse fantastique. Hein. Tu as multiplié ton portefeuille par, je vais te laisser te dire combien, parce que tu me l'as dit en privé. Enfin, je sais pas si tu veux le dire, tu n'es pas obligé. Et après, ce serait bien qu'on redéfinisse un peu ce qu'est le trend following pour toi, parce que tu parlais de cassure des plus hauts de 52 semaines, tu parlais de stop cassé. Donc, si on pouvait déjà commencer à dire, répéter les bases du trend following, quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort, quoi. Bien sûr, c'est vrai qu'on est rentré vif dans le vif Ouais. du sujet, mais une... grosso modo, il y a des tendances en bourse, ça on en parle depuis quand même un bout de temps. On peut définir une tendance haussière, neutre et baissière. Une tendance haussière est caractérisée par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, grosso modo, vous avez des vagues qui fait que les plus bas sont à chaque fois plus hauts que le Voilà. précédent. Et après, en Et reliant les extrémités, on peut construire un canal, normalement. voilà, tout à fait. Je pourrais partager un graphe tout à l'heure pour montrer, D'accord. on fera plein d'exemples, mais D'accord. grosso modo, ça c'est la définition de base, donc on utilise la loi de Do qui permet justement de définir ça. Après, chacun a sa nuance. La tendance haussière n'est pas la même pour chaque trend follower. Il y a l'un de mes amis trend follower canadien qui s'appelle Danny Merkel, qui lui, pour lui, une tendance haussière, c'est au-dessus de la MM200, au-dessus de la MM50, au-dessus de la MM20. Il a des Et critères qui sont dans assez quelle unité précis. de temps? Dans l'unité En de temps? journalier. Au journalier. Bon, Je reste toujours au journalier. Alors, l'hebdo est ma référence, mais après, c'est surtout le journalier qui me permet de prendre mes positions. mhm. Et ensuite, je descends en dessous de 1 heure aux 4 heures, en gros, pour affiner un petit peu les entrées si je dois prendre en plusieurs fois. Mais bref, là, on rentre un peu trop dans le vif du Mhm. sujet. Pour reprendre de la distance, ça, c'est la définition de la loi de Do d'une tendance haussière. Donc, la tendance baissière, bah, c'est l'inverse. C'est des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, de la même manière. Et du coup, à partir du moment où on arrive à définir une tendance, en suivi de tendance, eh ben, si elle est haussière et qu'on est haussier, ben, on va avoir envie de trouver une position à l'achat. Et si on short sur les actions, moi je ne short pas parce que je suis principalement sur PEA pour la partie action, eh ben, je ne vais chercher que des tendances haussières, ensuite trouver des points d'entrée, et ensuite monter mon stop progressivement et me laisser porter. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et le stop, c'est quoi? C'est en dessous de la dernière bougie, la M10, comme je crois que Kino, c'est la M10 par exemple. Il y en a d'autres, c'est la Ouais, Kino utilise M200. beaucoup la M10. Moi, c'est vraiment la M200 journalier que je regarde. Je regarde pas du tout la M10. Parfois la M20 quand il y a vraiment une poussée trop importante, comme il y avait eu Katana récemment, ça me Mhm. permet un peu de la cadrer. Mais MM200 journalier, MM200 en 1 heure aussi, ça c'est Christophe qui m'a appris Mhm. ça. Et après en hebdo, je regarde pas vraiment les moyennes mobiles, je regarde plus en fait la configuration et définir la tendance simplement avec un aperçu global. Et ensuite, bah, la question des stops, on l'a jamais traité dans le fond d'ailleurs, hein, Mhm. Denis. Tu sais que, surtout que là maintenant, je pense qu'il y a énormément de monde qui sont passés de mode et qui n'utilisent plus de stop de protection. Moi, chaque position, 100% de mes positions, j'ai un stop. Simplement parce que ça me permet d'encadrer le risque et du coup, ça va dépendre en gros de la volatilité du titre, de combien je rentre dessus. Typiquement, j'ai une des règles qui me permet justement de traverser la période un peu mieux en marché baissier sur les indices, en gros par rapport à mes critères, c'est-à-dire à partir du moment où on est sous la MM200, même si je rentre sur des actions qui ont une bonne force relative et qui, elles, sont en tendance haussière, eh ben, je rentre moitié de la position normale que je prendrais en marché haussier. D'accord. Donc tu réduis la voilure, Ouais, quoi. exactement, ouais. Pas Et, trop le et- choix. Et... Après, je t'expliquerai justement comment je sélectionne les dernières actions sur lesquelles je suis. Je pourrais même te donner le portefeuille que j'ai actuellement, si ça t'intéresse. d'accord. Et le stop, par contre, tu mets pas un stop plus court dans des périodes comme actuellement. Non, je j'adapte pas le stop en fait pour la simple et bonne raison que je rentre sur des actions qui ont la même configuration que celles que je recherchais en 2020. La différence, c'est qu'elles sont moins nombreuses, que c'est des secteurs qui sont moins sexy, on va dire, avec des entreprises un peu plus boring. Tu vois, là, je suis sur du Carrefour et du Orange, ça Mhm. ne m'était jamais arrivé auparavant. Mhm. Pourquoi je suis sur Carrefour et Orange? Bah, parce que c'est parmi les dernières tendances haussières du marché et moi, je ne sais que trader les tendances haussières du marché. Je vais même te faire un petit aparté. En février, quand je me suis fait taper toutes mes positions et tout, je me dis bon, bah, c'est le temps de changer un petit peu la technique, de repasser sur de l'unité un petit peu plus courte, de réadapter un peu ma stratégie. Bah, c'est pas mon truc et bah, comme à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, bah, ça fonctionne Mhm. pas.
J'ai eu un taux de déchet qui était encore plus important et j'ai même creusé ma perte à ce moment-là. J'étais tombé, je crois, sur le plus bas de l'année, j'étais à moins 13%, je crois, sur le portefeuille. Je suis revenu très légèrement en positif, justement, en revenant aux fondamentaux, mais je fais pas une grande année, hein. Mhm. Début de l'année, alors ça dépendra à quel moment sort la vidéo, mais je suis à plus 4, plus 5 sur l'année. C'est pas incroyable pour le moment, mais au moins, ça me Tu permet de surperformes traverser les un indices, c'est peu. ce qui est important. Et puis en plus, Voilà, c'est le maintenant, but, t'as pas un c'est toujours portefeuille ça. à 5 chiffres comme au début, t'as un plus gros portefeuille, donc c'est Ouais. peut-être plus difficile de faire de la perf aussi. C'est pas pareil, mais après, une fois que tu reprends les mêmes règles, en fait, c'est toujours la question de revenir sur sa zone de confort ou de se métamorphoser. Je regarde beaucoup justement des traders de tendance aux US parce que forcément, il y en a un peu moins actuellement en France. Et en fait, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école plutôt Marc Minervini qui, pour lui, il s'en fout de la direction des indices. Il ne regarde que les actions qui, elles, demeurent en tendance haussière. Donc D'accord? jamais Ça, de c'est sa règle. contre-tendance, hein. Le trend following, c'est jamais en contre-tendance, c'est toujours en tendance, hein. L'objectif, c'est ça, c'est vraiment la base. Après, il y a des nuances, Hmm. il y en a qui vont l'adapter. J'en parlais avec Xavier récemment. Comme disait Xavier, en fait, tout le monde fait du suivi de tendance, peu importe son unité de temps. L'idée, c'est de rentrer et puis que ton graphe, il soit, enfin, que tu rentres avec des perspectives d'avoir une hausse ou alors, si tu shortes, que ça continue à baisser. Donc, tout le monde en fait d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas avoir l'arrogance de dire qu'on est seul de faire de la tendance. Tout le monde en fait. La différence, c'est que nous, en trend following, on l'a fait sur des unités de temps plus longues traditionnellement et on essaye de garder le plus longtemps possible. Grosso modo, on a l'horizon de temps d'un investisseur en mois, voire en années. Mes plus longues positions, moi depuis mes débuts en bourse, je les ai gardées 2 ans, un peu plus de deux Mhm. ans, ouais, ça c'est mon record pour le moment. Et la différence avec les swingers, c'est qu'on n'essaye pas d'adapter avec des objectifs, qu'on n'essaye Ouais. pas d'alléger sur résistance. Ça, c'est On est la un peu moins différence, hein. agressif. Le swinger, il a Voilà, une TP, et le trend c'est ça. follower, il saute sur un stop. Absolument. Je n'ai jamais d'objectif et du coup, bah, le côté positif, c'est que bah, ça me permet parfois d'aller plus loin que l'objectif théorique que j'aurais pu me fixer. Et le côté négatif, c'est que bah, très Tu souvent, je vas me jamais fais au plus taper haut. mon Ouais. stop et que bah, je subis la consolidation avant, alors que le swinger aura l'habilité en fait de sortir avant. Mais D'accord. je suis un mauvais swinger aussi. Faut savoir vieillir et grandir et puis apprendre de ses erreurs. Je suis un bon trend follower, je suis un mauvais swinger. Et je suis encore plus mauvais en intraday. Je serais vraiment incapable de gagner ma vie uniquement en faisant de l'intraday sur les marchés. Pourtant, en intraday, c'est ce que faisait Christophe, tu peux faire du trend following sur des petites unités, hein. Il en avait fait une vidéo sur Novasite Ouais. où il avait fait un truc de fou dans une journée et il avait vraiment fait du trend following sur du 5 minutes. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle doit être, je crois qu'elle est encore en ligne, cette vidéo. Ouais, bien Voilà. sûr, bah, en fait, tu peux le faire, c'est particulièrement efficace, mais ça se rapproche vraiment à de l'intraday où tu vas essayer d'optimiser, tu vas sortir à temps. L'unité de temps sera beaucoup plus courte, ce sera très chronophage et la difficulté, c'est de reproduire ce type d'opération. Donc, si tu es capable, bah, comme Ben qui vient souvent sur ta chaîne, en fait, de choisir les jours où tu interviens, bah, ça te permet de sélectionner uniquement les configurations qui t'intéressent avec les conditions de marché. Mais pour quelqu'un qui est régulier comme un Michael, qui doit lui sortir ses positions tous les jours, bah, moi je serais vraiment incapable de le faire parce que ça demande une discipline qui est bien plus proche d'un athlète de haut niveau que d'un investisseur ou d'un trader, à mon humble avis. Donc, Mhm. ça, j'en suis absolument incapable et bah, la période me l'a rappelé en fait, tout simplement. Donc, de temps en temps, faire de l'intraday sur une journée quand les conditions sont bonnes, quand il y a des bons retours où tu retrades en début d'après-midi, où tu as eu la poussée du matin, tu as une consolidation entre midi et deux pendant que tout le monde va manger et tu joues le rebond en 15-5 minutes en jouant la résistance oblique qui va se construire dans la journée, oui. Je peux Mhm. le faire de temps en temps et on va dire que ça met du beurre dans les épinards, que ce soit pour la crypto, ou pour les Ouais, actions moi, c'est ce setup. que je fais la consolidation, je fais le non-croisement haussier 15 minutes Ouais. normalement. Quand tu as une grosse poussée le matin, elle revient l'après-midi, M7, M20. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, dans le marché C'est actuel, tu pareil, il y a une interviens reprise le de tendance, matin, hein. midi On et cherche l'après. tous la même chose. On cherche tous, Bah, les voilà, c'est intradés, on exactement cherche tous ça. la reprise de tendance, hein. On peut l'appeler ça Ouais, M7, M20, M10, c'est tout pareil, hein. Tout le monde ouais, cherche tout ça, à hein. fait, Tu absolument. arrives à un moment, de toute façon, tu t'aperçois que le trading, c'est. Bah, tu as rentré le train la première fois, bah, faut pas le rater la deuxième, donc la reprise de tendance, que ce soit en daily ou en weekly ou en journalier. Absolument. Et peut-être l'un des éléments à rajouter justement à la définition que tu viens de faire, c'est que en suivi de tendance, il n'y a pas une seule fois où tu peux rentrer sur la tendance. Justement, il y a plein d'opportunités de re-rentrer dans une tendance qui est haussière. Souvent, tu sais, quand on regarde nos graphes, notamment quand on prend du recul,
on trace notre oblique baissière, on a notre signal qui confirme qu'on était en tendance baissière et qu'on a un retournement qui est en train de se mettre en place, et ben là, on a grosso modo l'entrée parfaite, l'entrée théorique idéale, le truc que tout le monde va encadrer et tout le monde va se dire, bah là, c'était l'entrée où il fallait être. Et justement, en suivi de tendance, l'une des leçons à tirer, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule entrée pour le faire. Il y a toujours des opportunités multiples pour rentrer sur un titre. On peut re-rentrer après une poussée de 40%, on peut re-rentrer après une poussée qui est même à 3 chiffres. Moi, ça m'est arrivé de rentrer après 100% sur une action. Peu importe, l'idée, c'est de te dire que tant que la tendance elle est haussière, qu'elle est dynamique et à la cassure du précédent plus haut, ce que je matérialise moi en regardant mes screeners, en gros, le seul screener que j'utilise, c'est ça actuellement. Je te montrerai, attends, je vais te partager l'écran, mais ça va donner un petit exemple. Tac. Est-ce que tu le vois là? Tu as accès ou pas, Denis, là, à l'écran? Ouais, c'est bon. Attends, Ok, je cadre. Oui, c'est bon. nickel. Du coup, le seul screener que j'utilise en fait actuellement, bah, c'est celui-ci. C'est un plus haut à 52 semaines. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, sur les matières premières, je fais à la hausse et à la baisse. Sur les cryptos, je fais à la hausse et un petit peu à la baisse. Et par contre, sur les actions, je fais que à la hausse. Je couvre même pas le portefeuille perso. Et du coup, actuellement, bah, tu vois, je ne traite quasiment que les actions qui sont dans cette liste-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes grosso modo la même tête. Elles cassent des plus hauts à 52 semaines. Donc elles sont dans la dynamique en fait que je recherche. Donc là, j'ai pas un filtre de volume. Du coup, il y en a certaines qui Des sont plus hauts à vraiment. 52 semaines, c'est-à-dire qu'en Ouais, fait, t'es en. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ok, c'est bon. tu vois, elles ont vraiment toutes la même tête en fait. Et donc, bah là, vous avez. J'ai laissé mon portefeuille là actuellement au C'est moment où on presque tourne des la ATH vidéo. alors, hein. C'est ça. Et en fait, regarde, quand on est arrivé en février-mars, moi j'avais une watchlist avec les actions que je préfère. Dans celle-ci, tu vas avoir du ST Microélectronique, du TE Performance, du Adyen, du Esker, du ASM Mhm. International, bref, beaucoup de semi-conducteurs. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah maintenant que j'ai progressé en trading, je vais rester sur la watchlist que je préfère et je vais me contenter de trader uniquement celle-ci en jouant, bah, tu Ouais. vois, les mouvements et en essayant de cadrer un petit peu toute la dynamique. Un peu comme un swinger qui aurait sa liste de référence et qui resterait que là-dessus. Ah, bah, Mais c'était j'ai ici à réalisé l'époque rapidement. qui m'avait dit qu'il y avait des gens où je connaissais quelqu'un et lui m'avait confirmé. Moi, je connaissais une personne qui ne tradait que Orange. Oui, bah ça, il y en a qui font que ça, Une qui action, apprennent à connaître. mono-action. Ah, il Bah, ça, tradait sur les dérivés ouais. d'Orange. Ah bah ça m'étonne pas, il y en a qui apprennent à connaître parfaitement une action et puis qui restent que là-dessus. Mhm. Et ben moi au début je me suis dit que j'allais faire exactement pareil en me disant bah j'ai ma watchlist préférée, je ne reste que là-dessus. Mais en fait bah, j'ai réalisé que c'était plus chronophage, que mon taux d'accrochage était moins important et du coup bah, que ma stratégie était moins efficace. Mhm. Et du coup, bah, j'ai abandonné cette liste-là. Tu vois, typiquement, toutes les entreprises stars de 2020, toutes celles qu'on adorait, bah voilà, moi, je n'ai Oui, plus aucun intérêt sur Esker en suivi de tendance. Vraiment, ouais, c'est il pas n'y a beau, plus hein. rien qui m'intéresse. Vraiment, regarde, on a cassé la MM200 et moi, je ne garde jamais un actif sous la MM200. Et à partir de là, bah ok, on peut jouer les supports et puis faire, Ouais, tu mais vois, là, faire la stratégie, on paye chaque support. tant qu'on n'a pas une latéralisation de quelques jours, ça va continuer. C'est juste jouer de la contre-tendance. Et jouer de la contre-tendance, ben, il faut être devant les écrans tout le Exactement. temps, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que l'année 2022 est aussi frustrante et désagréable en fait à vivre en suivi de tendance, c'est qu'en fait les actions qu'on aimait bah, sont maintenant vendues par le marché. On se remet à parler de PER d'Esker. Le PER d'Esker, on en parlait déjà en octobre 2020, hein. Ouais. La question, c'est pas les ratios actuels et puis la survalorisation. Nous, ce qu'on regarde, c'est uniquement par rapport à la tendance. On était au-dessus de la MM200, on ne cherchait que des achats. Désormais, sur Esker, bah, si on est intéressé par Esker, on peut la shorter si on veut faire du suivi de tendance. Mais Mhm. je veux dire, pour le moment, je n'ai aucun signal, encore moins. Alors, déjà, tu vois, ça serait le premier niveau intéressant à Mhm. surveiller. C'est qui définit, qui capte la tendance baissière. Ensuite, on pourrait avoir un retournement qui prendrait place. Mais tu vois, je ne paierais pas la cassure de la Ah, résistance ici. c'est trop Quitte à ce vertical, qu'on ait ouais. un. Un C'est peu, ça, ouais. quitte à ce qu'on ait un détricotage comme ça. Moi, j'attendrais, tu vois, que la MM200, elle se rapproche, qu'elle vienne par ici, et ensuite, bah, payer, tu vois, une sortie du canal Dans au un niveau niveau plus haut, ouais. actuel. Voilà. Ça sera aussi bête que ça. Et du coup, pour le moment, Esker ne m'intéresse pas. L'une des stars aussi de 2020 dont tout le monde parlait, bah, c'est Adyen. Adyen, bah, c'est pareil, on peut jouer à chercher à chaque fois le rebond sur le support, tu vois, on peut le faire depuis un certain temps. Tant qu'il y a ça, c'est baissier. Vraiment, par rapport à mes critères, loi de dos, c'est baissier actuellement.
c'est neutre sur un horizon un petit peu plus long et c'est haussier sur le long terme, d'accord? Je Mhm. pense que là, on se met à peu près d'accord sur les unités de temps, donc tout est une question de référence de temps. Mais moi, par rapport à mes critères d'intervention qui sont bêtes et simples, tant qu'on est en dessous de la MM200, je ne cherche pas d'achat sur Adidas. Et pour un Point. investisseur maintenant long terme, Ouais. tu crois que ça peut être intéressant de prendre une première position à ce niveau-là déjà? Bah, alors, c'est toute la question dans le marché actuel, en fait, depuis janvier où on a. Quelqu'un qui veut se faire un portefeuille sur 5 10 ans, on va dire. Ouais. Bah, justement, dans un marché comme celui-ci, alors déjà, la première leçon à tirer, c'est que le CAC est particulièrement solide par rapport aux autres indices. Tu Ouais. vois, on prend par exemple l'équivalent, le S&P, la configuration n'est quand même pas la Ouais, même. Tu vois, on mais a clairement le joker le inversé. S&P n'avait pas décroché autant lors de la première jambe. Alors, C'est vrai. si tu regardes, nous, on était presque à 50% du retracement du bas du Covid, hein. Ouais, Alors que absolument, le tout à fait. S&P a touché les 38,2 la semaine dernière, hein. On avait Ouais, ouais, vachement. complètement. Et la force J'ai l'impression relative. que les US sont en train de rattraper la baisse de la première chambre que nous l'excès baissier de la première chambre que nous on a eu, eux n'ont pas eu. Enfin, c'est ça mon idée. Ouais, absolument. Pour le moment, c'est un peu le signal que ça envoie. Et du coup, les conclusions à en tirer, c'est que le CAC est solide. Donc, bah, il est encore possible justement de rechercher des achats et compagnie. On n'est pas encore en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Hmm. Comme dit Tu vois, Julien, on a ouais. eu un retour sur le support. Ouais, c'est Julien qui dit beaucoup cette phrase. Il faut toujours Euh, remettre l'église au centre du village, hein. Exactement. Tant qu'on est en dessous de la MM200, en tout cas, eh ben, moi, personnellement, je conserve un biais prudent. Ouais. Après, on peut toujours gratter, on peut rechercher des achats à partir du moment où on a eu la MM20. Par exemple, tu vois, quand il y a eu le rebond au mois de mars, là, qu'on est repassé au-dessus de la MM20 sur le CAC et qu'il y a pas mal eu de rebonds sur des belles sociétés, bah moi, j'en ai pas vraiment profité, en fait, de toutes les Hmm. entreprises que j'aime bien qui ont profité du rebond à ce moment-là. Et ben, j'étais pas très investi et du coup, j'ai pas trop profité, tu vois, de toute cette partie-là. Le Mhm. rebond qu'on peut avoir eu, je sais qu'il y a pas mal de gens qui en ont bien Ouais. profité. Et moi, ça n'a pas été le cas. Du coup, j'étais déjà parti dans ma stratégie où je restais que sur des plus hauts à 52 semaines. Ouais, mais là, on a acheté un excès baissier, pas facile, hein. Moi, je connais Dr Tilt, lui, Mm. il a fermé les yeux et quand le CAC était à 6100, il l'a racheté. Et il l'a racheté en Ah pleine ouais. débandade parce que ça a Mm. méché une journée. On a fait une mèche à 5008. Non, lui il a acheté, même moi. Ouais, bah, Fallait. C'est facile de le dire après, mais quand tu es sur le coup, que tu vois que. Je crois que c'était la journée où on était à -7, si je dis pas de bêtises. pendant la panique, ouais, sur le Voilà, début de la la grosse tempête bougie, Omicron. là, ouais. Ouais. Et lui, il est rentré au bas de la bougie rouge avant Mm. les deux excès. Là il faut. Fallait Ouais, bah après, dans ce type de marché, il y a moyen d'avoir une approche où tu joues en fait les rebonds à partir du moment où c'est survendu en prenant en compte les oscillateurs, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas, du coup, je peux Mhm. pas trop en parler parce que c'est pas du tout ce que je fais. Tu sais que je recherche que les mêmes configurations et je me contente de faire ça. Donc, c'est ça qui est pénible, c'est qu'actuellement, pour reconstruire un portefeuille pour un investisseur, eh ben, il y a des zones qui sont intéressantes et du coup, il peut prendre une logique où en gros, il prend une unité de temps un peu plus longue et il regarde des supports et puis il paye en mode renforcement de DCA. Mhm. Après, bon, le DCA sur action, moi, j'aime pas du tout. Je préfère le DCA sur indice uniquement. Mhm. Du coup, j'aurais tendance quand même à privilégier, même si j'étais investisseur et que bah, j'ai une passion pour une société. On va prendre un exemple. NN Group, par exemple, si j'adore NN Group, eh ben, je vais quand même uniquement privilégier des achats à partir du moment où on est au-dessus de la MM200. Mhm. Et tant qu'on est en dessous, moi, même dans une optique d'investissement, D'accord. Donc surtout ne pas avoir de FOMO et de pas se presser, quoi. t'as tout à fait compris. Cette année, ce qui est difficile, c'est de lutter contre la FOMO. C'est qu'il y a des excès de pessimisme. Certes, il y a un vrai excès de pessimisme depuis le début de l'année. On s'attend tous à ce qu'il y ait une entrée en récession, que la situation ne s'arrange pas. Après, de là à qualifier, est-ce qu'on est rentré dans un pic de pessimisme ou pas? Enfin, tu vois, c'est toujours prendre des indications. L'inflation. Voilà, en fait, tu prends des critères de la crise de 2000, de la crise de 2008 et tu compares. On a eu le rebond là. Depuis le début en fait, de l'année, c'est que ça. C'est des gens qui prennent un graphe pour n'importe quel type d'actif, pour les actions, pour les métaux précieux, pour les cryptos, et qui comparent en disant, Mhm. vous voyez, on a eu exactement cette réaction à tel niveau-là. Si ça se produit pas, bah, ils disparaissent et on n'entend plus jamais parler de Ouais. ce graphique. Ou Et en fait, buy the dip, on l'a entendu ouais, c'est un beaucoup lors peu. de la descente. Si on a acheté Ouais. tous les dips, à mon avis, là, on n'a plus rien pour en acheter maintenant, hein. Faites Bah, attention, hein. c'est toute la question justement de combien de capital tu déploies à chaque fois qu'il y a un dip. Mais les stratégies de buy the dip, c'est une stratégie. Si quelqu'un préfère renforcer dans la baisse et il a une stratégie, tu vois,
euh, l'important, c'est de se tenir à cette stratégie-là. Si la stratégie, c'est de renforcer, de jouer les excès baissiers et puis de passer à l'achat progressivement, bah, une stratégie de buy the dip est intéressante, mais la question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut descendre? Mhm. Nous, forcément, en suivi de tendance, on n'a Et quand on aucun buy the intérêt à dip, buy the dip. je répète encore une fois, quand on buy the dip, il faut penser que dans la plupart du temps, on sera en contre-tendance, donc que ce sera une Absolument. position court terme. Il faut faire attention. Il ne faut Tout pas à buy fait. the dip et garder, quoi. Il faut buy the Ouais, c'est ça. dip et vendre de rebond, parce qu'on est en contre-tendance. Absolument. Tout Attention. à fait. C'est buy the dip pour un trader de court terme ou un swinger, bah, c'est intéressant. Mhm. Mais pour un investisseur ou quelqu'un qui fait du suivi de tendance, bah, c'est pas vraiment la stratégie la plus adaptée. Mhm. Parce que le dip, il peut continuer à. Ou alors on sécurise, on passe toujours le stop à zéro à partir du moment où on fait le rachat. Mais pareil, c'est chronophage et c'est contre-tendance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, c'est pas le plus efficace selon moi. Mhm. Et donc, moi, les stratégies buy the dip, je suis vraiment très opposé à ça. C'est l'inverse même de ma psychologie. Je préfère laisser les buy the dip s'épuiser en rachetant progressivement. Et au moment où il y aura bah, le seuil un petit peu de capitulation, où on est très loin, vraiment, sur tous les indices, il y Ah, aura pas bonne du tout. question. Voilà. Alors, une Ouais. question, moi ça m'intéresse aussi. Une capitulation. Alors, comment elle se matérialise? Volume, bougie de retournement, comment on peut dire, voilà, là c'est la capitulation. Bah pareil, ça, c'est pas une science exacte, hein, comme tout en trading, mais une capitulation, c'est comme on avait eu, tu te souviens, pendant la panique du Covid, c'est des gaps baissiers qui sont énormes, c'est deux ou trois bougies à -5 d'affilée. La capitulation, c'est vraiment comme ça, un mouvement qui est particulièrement violent, qui ne réagit pas vraiment à des critères techniques. Là, pour le moment, à chaque fois qu'on a eu des Et mouvements les baissiers sur volumes les augmentent indices, ou les volumes diminuent? Enfin, c'est la panique en fait, la ouais, capitulation. c'est la panique, oui, oui, t'as toujours des volumes. Après, moi, les volumes, je les utilise plus en confirmation a posteriori, bien plus que pour prendre un avis au moment de prendre un trade. Donc, en pleine panique, tu vois certes qu'il y a des volumes, mais c'est pas pour autant que c'est ça qui me donnera l'indication. L'indication, ce sera plutôt le non-respect des niveaux techniques. Quand on se met à péter un support comme dans du beurre, qu'on a des gaps baissiers qui sont pas comblés juste après, et qu'on a plusieurs séances de baisse comme ça d'affilée, avec un pic de pessimisme, Mhm. bah là, on peut considérer qu'on est dans une capitulation. C'est pour ça que depuis le début de l'année, on n'a pas connu de capitulation sur, il y a peut-être la crypto, on peut considérer qu'on a eu un moment une séance de capitulation là quand il y a eu le pic de pessimisme avec le Luna, mais Mhm. malgré tout, on a respecté des niveaux techniques, la baisse s'est fait proprement, il n'y a pas eu de gros gap, tu vois, ça s'est fait vraiment, enfin la crypto, il n'y a pas de gap, mais on a Quand eu on des a mouvements qui cassé, étaient. quand le Bitcoin a cassé les 30 000, il y a quand même eu un moment de panique, hein. Ouais, il y a eu une panique, mais est-ce qu'on peut pas être capitulation? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on a eu un mouvement de Parce que comment capitulation. dire, le Bitcoin, en fait, il a cassé les 30 000 et il a repris Ouais, les 30 000 tout de suite. C'est toutes ouais, les autres, celles qui suivent, qui ont ramassé, entre guillemets, quoi. Quand on voit la VAX, bon, le Luna, on n'en parle pas. ouais. Ouais, Et puis absolument, d'ailleurs, tout à fait. c'est la poule ou c'est l'œuf qui était en premier. C'est le Ouais. Luna qui a fait. C'est le Luna qui a provoqué la chute du Bitcoin parce que la Luna Foundation, elle a vendu tous les Bitcoins pour pouvoir Mm. remonter le titre. Ou alors est-ce que c'est le Bitcoin qui Enfin, on ne sait pas, hein. Ouais, et puis de toute manière, il n'y a pas besoin de trancher en fait. L'important, c'est de voir un peu l'évolution des prix et puis de se dire qu'on avait le canal qui commençait à se construire avec le rebond qui se, Ouais. qui se faisait, qui était en dessous de la MM200 malgré tout. On a échoué en dessous et après, quand on a pété le support, bah, ça a été rapide en fait. Attends, je Et partage l'écran, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. ouais, ouais, oui, Ouais, c'est bon, excuse-moi. c'est bon, c'est bon, ça y est, c'est parti. Tu vois, on est quand même revenu sur le support et à ce stade, bah, sur le long terme depuis janvier, enfin moyen terme, on Ouais. va dire depuis janvier 2021, c'est neutre. Ça reste haussier de long terme, il y a rien à dire en ce sens. Mais c'est sûr que graphiquement, là, c'est quand même un petit Tout le peu. monde attendait les 30 000. Tout le monde Tout le attendait les monde 30 attendait 000, absolument. même à la chute de janvier, hein, Ouais, tout le monde. c'est Maintenant, vrai. ça y est, on a dit, ça y est, maintenant, on peut remonter. Oui, Je c'est pense, ça, ouais. exactement. Sauf qu'un support, plus il est testé, plus il a de chances de péter malgré tout. Donc, Hmm. le support est extrêmement puissant parce qu'on a vu qu'il a servi de rebond c'est la troisième reprise Hmm. où on s'appuie ici et qu'on a une construction à partir de là. Malgré tout, voilà, pour le moment, c'est neutre. Et moi, pour repasser à l'achat sur le Bitcoin, je vais pas le faire en mode. Si je fais en trading là de court terme, je pourrais jouer par exemple le passage, tu vois, le dépassement de ce niveau-là en passant en long à partir du moment où on reprend la MM200 en 1 heure. Mais ce sera du contre-tendance parce que pour le moment, la tendance de court terme, elle est quand même à la baisse malgré tout sur le Bitcoin et qu'on n'a pas encore de cassure de plus haut. Donc, tant qu'on ne Mhm. reprend pas la MM200, qu'on ne casse pas les plus hauts. Et en fait, c'est ce que je vais chercher aussi sur les cryptos. Sachant que cette année, j'ai quand même réduit un petit peu mon exposition aux cryptos parce que j'ai pas mal de projets immobiliers en parallèle. Mhm.
Et du coup, bah, je réduis un petit peu l'allocation parce que ça représentait une part un peu trop importante de mon capital. Tu avais beaucoup de Donc ouais, je suis crypto, en train toi, de c'est cool. retravailler ça un peu. Je reviens un peu à ce que tu disais un peu au début. En fait, toi, t'es plus comme Mika et comme Ben plutôt que comme Thierry, en fait. C'est-à-dire que toi, tu fais ce que tu sais faire. Et quand c'est des marchés qui ne te correspondent pas, tu réduis un peu la voilure plutôt que d'essayer de chercher une nouvelle méthode qui s'adapte au marché, en fait. Exactement. Bah, en fait, quand tu as fait 2 années qui étaient aussi porteuses que 2020-2021, on a fait des super perfs, etc. Forcément, on arrive début 2022, bah, c'est difficile, mais on le sait parce que nos critères techniques nous disent qu'on n'est plus dans des critères favorables. Donc, il faut être plutôt prudent, qu'il y a des mouvements qui sont assez violents sur quand même pas mal d'actions depuis le début de l'année. Je pense qu'on peut faire un paquet d'exemples là depuis janvier. Hmm. Et bah, malgré tout, le côté positif qu'il faut en tirer, c'est de dire que dans tout type de marché, il reste un marché haussier quelque part. Bah Donc, ouais. si pendant une période, on doit aller sur du Total Energy et puis du Air Liquide et du Carrefour et du Orange, comme je fais actuellement, bah, so be it, quoi, on y va et puis on attend que la période se passe. Et tant que les indices sont orientés comme ça, bah, on réduit un petit peu la voilure en se disant que dans un marché baissier, l'important, c'est pas de gagner de l'argent. Enfin, en tout Hmm. cas pour moi, c'est vraiment pas de gagner de l'argent. Dans un marché baissier, l'important, c'est de protéger mon capital. Ouais. Donc, si j'arrive à faire une année où si l'indice fait -15 sur l'année et que je fais 0 plus 5, eh ben, je serais content. Mhm. J'aurais une frustration par rapport aux années précédentes où on arrivait à faire des perfs à 2 chiffres et puis où on profitait extrêmement du marché haussier. Bah, là, ce sera pas la même, ce sera plus difficile. Donc, autant traverser la vague, réduire un petit peu l'exposition et puis comme on dit, hein, si on dépense tout son capital dans le marché baissier, bah, on sera plus présent pour Ouais. profiter du marché haussier. Donc bah, autant faire un peu baisser la tête, Mhm. C'est ce que courber m'a- les chines pour subir le marché, et puis après on sera là derrière, quoi. Ouais, il faut toujours penser que le marché ne s'arrête jamais, et son capital, oui. Donc, règle Tout à fait. numéro un, protéger son capital. Moi, quand je suis revenu en 2018, j'ai beaucoup perdu. Heureusement que j'ai protégé mon capital, mais j'ai tout récupéré Ouais. en 2 mois. Non, bon, c'est faux. En 2 fois 2 mois, la bascule décembre-janvier 2019, et puis avril-mai 2020. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, parce que 2018, moi j'étais pas encore sur le marché action en 2018, je faisais que En de la crypto. 2018, sur les smalls, c'était Ouais. un crack latent. Mm, On faisait des bas de plus en plus bas, on pensait que c'était mm. reparti vers le haut, et bim, on faisait un bas. Non, c'était un crack latent. On a eu Ouais, des. c'était surtout sur la fin d'année, ça, de septembre à Ouais, début d'année. tout le temps, Voilà. 2018-2019. Hein, et en octobre 2019, on n'a plus eu de flux. Et Mm. le 2 novembre 2019, il y a de l'argent qui est rentré sur le marché, les flux et les smalls ont commencé à exploser. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le On marché se a sa regardait raison, comme ça, du quand il jour au meurt. lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, c'est revenu. Ouais. Mm. Eh ben, comme on dit, c'est le marché a sa raison que la raison ignore. Voilà. Dans ces périodes-là, de toute manière, en fait, il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans une période où le bruit de marché est aussi important, chaque courtier a son avis, chaque banque a son avis, chaque trader a son avis, chaque analyste a son avis. C'est extrêmement difficile de se faire une opinion sensée parce que on a des données macroéconomiques qui sont quand même particulièrement dégradées sur le front de l'inflation, la hausse des matières premières, l'endettement des États, on a la guerre en Ukraine qui pèse sur le moral, on a la Chine qui s'est complètement fermée avec toutes les restrictions liées au Covid. On a des raisons d'être un peu pessimiste, un peu déprimé cette année, mais le marché décidera de la direction à prendre. Vraiment, c'est peu importe l'avis qu'on peut en avoir, et c'est ce qu'il faut retenir sur cette année, c'est protéger son capital en se disant que les dispositions techniques ne sont pas en notre faveur, Mhm. traverser la période en évitant de perdre au maximum en se disant qu'on sera présent et qu'il y aura un marché haussier derrière, il faut juste être suffisamment patient. Et puis, si Et on a des ensuite, doutes, être hors marché aussi. Ça peut être une option. exactement, Hein. si on a des doutes, faut pas hésiter à couper. Moi, j'ai eu une période intermédiaire là où, quand je me suis pris la claque en début d'année, que j'ai perdu mes belles positions de long terme, et ben, j'ai subi et du coup, je me suis dit, bon, bah, je passe quelques jours, quelques semaines. En plus, tu sais, enfin, t'es au courant, j'ai eu quand même pas mal de problèmes perso, ce qui Mhm. explique mon absence sur Twitter là en ce début d'année. Mhm. Et je vais revenir progressivement parce que ça va mieux. Et du coup, bah, ça plus ça, eh ben, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je me renferme un peu comme dans ma coquille, je me protège, je reviens sur ce que je sais faire de mieux en me disant que bah, le marché est trop difficile, plus difficile que d'habitude. Et moi, je préfère les marchés
quand ils sont un peu plus simples. Et donc, je choisis quand est-ce que j'ai envie de déployer mon capital. Et là, c'est une période où j'ai plutôt envie d'être prudent. Tu vois, je suis 35% investi sur Hmm. le portefeuille, sur le PEA, là, au moment où on discute. Et ben, j'hésiterai pas justement à réduire la voilure et à ne pas vraiment dépasser ça jusqu'à monter à Super. 50%, pourquoi pas. Super. C'est Mais très, voilà. très, très, très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en plus, ce qu'il faut, c'est ne pas être complètement en marché pour garder un peu un contact du marché et pouvoir le sentir, quoi. Ça, C'est c'est pour ça. un excellent point parce que justement, après la pause que j'ai fait, et ben, quand je reprenais mes positions progressivement, et ben, j'avais les mêmes biais que tu sais qu'au début, en fait, quand t'as pas pris de position pendant un certain temps, et ben, tu as une aversion au risque qui est plus importante, tu as moins confiance en ton plan parce qu'en plus, si tu t'es pris la gaufre juste avant que tu as perdu de l'argent, bah, le premier réflexe, c'est de se dire, ah bah peut-être que mon plan ne fonctionne pas, ou peut-être bah, que toutes mes règles de trend following que je me suis mis en place ces dernières années, bah, peut-être que, comme tu le disais tout à l'heure, ça ne marche que dans un marché haussier. Mhm. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu as tendance à te flageller, à te dire que bah, ton plan ne fonctionne pas, que le marché est trop dur, et bref, de trouver toutes les raisons du monde. Et la logique la plus simple dans ces moments-là, c'est de se dire, bon, bah, le marché est difficile, je reviens sur mes règles les plus efficaces. Quelles étaient les règles que j'avais écrites dans mon journal de trading? Pourquoi est-ce qu'elles fonctionnaient? Ces règles-là, c'est pas moi qui les ai créées. Moi, j'ai rien inventé du tout en trading. J'ai appris des traders américains, j'ai appris des traders français comme Christophe qui a popularisé le suivi de tendance. Et donc, ces règles-là, bah, elles n'ont pas été inventées, elles ont été perpétuées par des traders qui ont traversé des cycles bien plus longs avant nous, qui ont fait des performances sur du long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ton modèle statistique soit efficace, qu'il soit efficace dans plusieurs types de marchés et que tu puisses t'y réfugier quand le marché est plus difficile. En Mhm. 2020, on avait grosso modo le droit à l'erreur. On pouvait rentrer sur n'importe quelle daube en small ou même en biotech, Je etc. dirais même plus, c'est qu'en 2020, il fallait aller à l'inverse des principes du trading, quoi. C'est-à-dire C'est vrai, bah, une action, tu elle te souviens? descendait, il fallait racheter, il fallait... Ouais. Maintenant, si on fait ça, on Ah tient deux bah, semaines. on se fait découper. Tu Hmm. te souviens quand on s'était vu à Grenoble, on discutait de ça, tu disais que toi, tu avais eu plusieurs années où tu avais appris certaines règles et compagnie, et que tu étais étonné qu'il y ait des nouveaux arrivants qui n'y connaissent rien, qui se contentent d'acheter les premières actions dont ils entendent parler et qui gagnaient plus que toi au Ouais, final. un truc Parce de qu'eux, fou. ils n'avaient pas le biais des années difficiles auparavant, ils pensaient que bah, tu te souviens la période de stocks only go up, le marché est toujours haussier, buy the dip, c'était enfin, bref, à ce moment-là, c'était vraiment full haussier tout le temps. Et du coup, bah, dès que le marché il est porteur, c'est plus facile d'être à la hausse, forcément. Hmm. Mais donc, ces périodes-là, bah, elles feront le tri. Et moi, c'est ce que je répète depuis le début que je suis sur les marchés. L'important, c'est pas la performance que je vais faire en 2 ans, c'est si je suis encore là dans 10 ans. Mhm. Donc, quand tu as 25 piges et que tu es sur les marchés depuis 2, 3 ans, bah, tu attends de voir si tu arrives à être régulier, si tu es toujours présent. Et puis, on verra et on fera les comptes à la fin du marché baissier. Ouais. On verra aussi combien il reste de formateurs ou d'analystes à la fin du marché qui se seront fait écrémer progressivement. Tu sais, en 2008, c'était le cas. En 2020, il y avait eu quand même pas mal de casses aussi, parce que on parle toujours du rebond 2020 et compagnie, mais les personnes qui étaient positionnées avant le crack, qui n'ont pas coupé leur position, qui ont subi l'intégralité du crack, et ben l'année 2020 n'était pas exceptionnelle. Ouais. Ils sont Hmm. revenus à leur prix de revenu s'ils avaient mobilisé tout leur capital, ou alors ils ont renforcé progressivement, et du coup ils font une année correcte, mais pas une année complètement exceptionnelle. Nous, pourquoi est-ce qu'on a fait une très belle année en 2020? C'est parce que si on regardait la MM200 et les équivalents, bah, on s'est fait taper nos stops et on a débouclé les positions à partir de grosso modo février, c'est-à-dire avant le pic du crack, qui est arrivé quand même début mars sur le CAC. Et du coup, on a pu reprendre nos positions après derrière. Alors moi, je le dis et je le répète encore une fois, je n'ai pas pris mes positions le 18, 19, 20 mars au plus bas. Je les ai prises après progressivement sur Signal, mais il y a certaines des positions que j'ai reprises en octobre de l'année. Oui, C'était oui. quelques Il mois y, a il y a après. eu un moment où on avait un creux en V, on a une Oui, hésitation à plat et absolument. beaucoup qui sont rentrés à ce Tu te niveau-là. Ouais. souviens? Et donc, une des leçons aussi qu'il faut retenir cette année, c'est que toutes les personnes qui vous disent que là, il faut payer, que c'est le point bas, que c'est la meilleure opportunité, etc., pour acheter, la plupart de ces gens-là n'ont pas conservé leur position sur le long terme. Moi, sur LVMH, j'étais rentré en octobre quasiment 2020, j'ai gardé LVMH jusqu'en février 2022. Certes, je ne l'ai pas acheté quand elle était à 200, 275, 280, je l'ai acheté beaucoup plus tard, elle était Mhm. quasiment à 400 balles au moment où j'étais rentré dessus. Mais bah, malgré tout, ça a été l'une des plus belles performances là, sur le portefeuille du grand-père. J'ai pris 66, 67%, un truc comme ça. Et l'important, c'est pas de se dire qu'on va essayer de choper le point bas ni qu'on va sortir au plus haut. L'exemple, mais vraiment, je te mets un trade sur LVMH, c'était typiquement ça. Je suis rentré bien après le point bas, mais vraiment, attends, je vais mettre mon graphe. Je suis rentré quasiment 40%, 44% au-dessus du point bas. Donc là, certains auraient pu dire que bah,
le niveau est déjà atteint, qu'on a déjà une sacrée poussée et compagnie, mais c'est uniquement après le respect des règles. Tu rentres à partir du moment où tu reprends la MM200 et tu déboucles à partir du moment où on passe en dessous. Les règles sont simples Mhm. comme bonjour et bah, ça préserve en fait des baisses qu'il y a eu derrière. Donc oui, c'est frustrant parce que tu n'as pas des rebonds. Oui, c'est frustrant parce que tu rates parfois des poussées qui sont extrêmement intéressantes en dessous que tu peux enfin, que tu peux tout à fait prendre en disant c'est à côté, tu prends une position un peu moins importante et compagnie. Ah, et si Mais le j'avais gros des pris là, et positions, si j'avais fait ci, et si j'avais fait on ça. peut Ouais. toujours faire, on peut se flageller, mais tout le Mhm. temps. Mais vraiment, moi, je me flagellais en mars en disant, ah ouais, en mars, il y avait quand même des belles zones qui auraient été possibles de payer et compagnie. J'ai pas profité du rebond. Ah purée, c'est pénible. J'aurais pu un peu rattraper ma perte du début d'année. Je regardais tout le monde qui faisait péter leur portefeuille et puis moi, j'étais encore en négatif. En Bah, même temps, c'est tout le monde fait frustrant, ça péter le arrive là. portefeuille quand ça monte, mais quand ça descend, Bah on voilà, ne voit plus. Hein. Faites attention hein, sur Twitter, qui suivre, qui ne pas absolument. suivre. Ouais. Regardez un peu qui c'est qui intervient sur l'émission de Pépitor, ils sont toujours là depuis le début. Hein. Il n'y en a aucun qui a arrêté, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Et- Je veux pas Non, dire de non, je crois bêtises, pas. hein. Je veux pas dire de Non, bêtises. Hein. non. À mon avis, en tout cas, de tous les grands noms, il y a tout le monde qui sont encore là. Et l'important, c'est pas de se dire qu'il y en a un qui a une meilleure stratégie que l'autre. Il y en a un qui passera plus de temps que les autres sur les écrans. Il y en a un qui a une relation au stress qui n'est pas la même que les autres. Il y Ouais. en a un qui est trader à compte propre ou qui a un salon, donc qui est potentiellement plus souvent sur les marchés. Il y en a qui ont des boulots à côté. Il faut toujours prendre en fait des bases comparatives intéressantes parce que sinon c'est impossible de comparer deux traders ou deux investisseurs parce qu'il y a trop de critères à prendre en compte. Mhm. Donc oui, la performance ça joue. Deux personnes qui ont la même approche des marchés vont pouvoir comparer grosso modo leur performance s'ils y passent à peu près le même temps chaque mois. Mais hormis ça, bah, ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous aux indices de référence, qui est une très bonne base de comparaison. Moi, j'aime bien dire ça, c'est vous faites moins bien que les indices, arrêtez ce que vous faites, prenez des ETF. Mhm. Vous faites mieux que les indices, et ben, c'est une validation de votre stratégie et une validation, et ensuite vous pouvez toujours vous améliorer au sein de ces stratégies-là, mais disons que vous êtes dans la bonne direction. Mhm. Il faut peut-être rajouter une nuance pour éviter qu'il y en ait qui dépriment par rapport au début d'année, c'est que il y a des périodes où votre stratégie sera plus efficace que d'autres, peu importe ce que vous faites, hein, que vous soyez swinger, suiveur de tendance, intraday et compagnie, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Donc il ne faut pas jeter la totalité de ce que vous faites, mais il faut se remettre en question, se dire quand on fait quelque chose qui est mal, on a tendance à avoir notre gestion émotionnelle qui joue malgré tout, et je te dis ça, moi je suis un stoïcien pur dur. Vraiment, c'est la philosophie qui a changé ma vie et c'est ce qui fait que je suis aussi équilibré, je pense, en trading. Et ben malgré tout, à des moments, j'ai des biais. J'ai l'impression que je peux faire mieux, c'est-à-dire j'ai l'impression que je peux avoir un effet sur quelque chose que je ne maîtrise pas, les marchés par définition. Et du coup, bah, j'ai tendance des fois à me remettre en question, à me flageller et compagnie. Mais il faut prendre de la hauteur, se dire que l'important c'est d'être là encore dans 10 ans, que notre capital il fait bien mieux en bourse que sur les livrets bancaires traditionnels ou que sur l'immobilier Mhm. ou n'importe quel type d'actif en parallèle, et que viser 10 à 20% en moyenne, c'est exceptionnel. Ouais. Vraiment, quelqu'un qui Mhm. fait 10 à 20% de façon régulière, moi j'ai battu les 10-20% pendant 2 ans, là je suis à 5% sur l'année, on va voir si j'arrive à atteindre mon objectif de 20% en fin d'année. C'est pas encore gagné si les marchés continuent dans cette direction. Mais l'important, c'est de se mettre un objectif qui est quand même réaliste. Et c'est réaliste quand tu as 5000 euros de faire 20%. Ouais. C'est plus dur quand tu as Pardon. 100 000. Ça l'est encore plus quand tu as 500 000. Mhm. Plus tu montes en capital, plus les lignes sont difficiles à prendre. Plus bah, il y a une relation aussi par rapport à l'argent. C'est une question dont on parle jamais. Mais quand j'avais un capital de 5000 balles, que j'étais étudiant en parallèle, que je bossais tous les samedis pour gagner cet argent, bah, 5000 balles, c'était énorme pour moi. Après, quand ton capital il se développe, eh ben, tu as une relation qui est différente avec l'argent. Mais quand, Surtout qu'après, malgré tout, après, tu maintenant. joues avec les bénéfices, donc Absolument, tout t'as à pas le fait. même rapport. Tu dis, bah, de toute façon, c'est l'argent Ouais, du marché, donc si jamais on ouais, me le tout à fait. reprend, c'est pas la même chose. Tu te flagelles pas, comme tu dis. Et que quand tu C'est ça, travailles c'est ça. à 12 euros de l'heure, ouais, tu te dis, oui, c'est pas la même chose, quoi. Complètement. Mais malgré tout, après, quand tu as un gros capital et que tu commences à te prendre une journée où tu te prends du moins 10 000 euros, quand tu sais ce qu'il faut quand tu es en 35 heures au SMIC pour gagner dix Hmm. mille euros, bah, tu te rends compte de ce que tu viens de perdre en 24 heures. Donc, Ouais. on évolue positivement et négativement par rapport à notre gestion de l'argent. Le capital grossit, donc il faut nous adapter par rapport à ça. Mais on n'a vraiment plus du tout la même mobilité quand on monte en capital. Et ça, oui, c'est un problème. Tu rentres pas sur les mêmes actions. Moi, je mets des critères de liquidité un peu partout maintenant pour éviter de rentrer sur des petites actions. En fait, je rentre quasiment plus sous certaines actions. Auparavant, je pouvais prendre des petites positions et compagnie. Maintenant, je le fais même plus, quoi. C'est-à-dire que ta ligne moyenne, c'est quoi? C'est 5000, La ligne 3000? moyenne sur le portefeuille là actuellement, Non, non, ton entrée moyenne, pardon, excuse-moi. entrée moyenne, bah, ça dépend si je pyramide et ça dépend de quel portefeuille on parle, mais en moyenne, je suis à
15 à 20 000 par ligne et du coup, je rentre en 2 fois si possible, donc D'accord. entre 10, en moyenne 10 000 euros par ligne, grosso D'accord. modo. Ok. Super, ben, c'était très, très intéressant tout ça, même si, ben, comme d'habitude, hein, sur Pépitor, on prend un sujet, puis après, on développe. De toute façon, c'est une discussion entre Surtout que là, ça faisait passionnés. longtemps qu'on s'était pas vu et que le marché est Ouais. bizarre. Donc, Donc on va rappeler qu'on ne donne pas de conseils hein, et que c'est juste une discussion entre passionnés de la bourse, comme vous avez pu comprendre. Alors on fait un événement à la fin de l'année à Barcelone, le 11, 12, 13 novembre. On a presque tout bouclé. Ce sera un événement sur 3 jours. On sera ensemble toute la journée, tous ensemble. On sera tous dans le même hôtel, on mangera ensemble, on dormira ensemble, mais bon, dans des chambres séparées, etc. ça dépendra de la soirée. Et la question, Adrien, c'est est-ce que tu viens comme intervenant ou pas? Eh ben, bien volontiers, Ah Denis, bah avec grand voilà, plaisir. On va pas ok. pouvoir tous se retrouver physiquement parce qu'on avait été quand même pas mal bloqués pendant la période du Covid. Ouais, Donc, bah là, ce fera l'occasion de se réunir tous ensemble et d'avoir différentes approches. d'accord. Et, Donc bah, on va, quand on tu m'en as va, parlé, je suis super enthousiaste, c'est un ouais. grand plaisir. Donc on va faire ça sur un jour où ce sera plus des masterclass avec. Bah, pour l'instant, il y a 2 ou 3 intervenants. On vous réserve encore les surprises. On va tout boucler, on va tout annoncer vers la mi-juin pour pouvoir que vous prépariez, voilà, etc. Ben, merci Adrien Carrément. pour tout. Bah, merci, Denis. Je suis ravi de vous retrouver tous. Et puis, je reprendrai un petit peu de l'activité là prochainement sur Twitter. Et puis, impatient de tous se retrouver justement pour Ok. cette occasion qui va être super, 11 super novembre intéressante. à Barcelone, on vous prépare des trucs. On a beaucoup d'idées. Ok, merci, ciao à Avec tous. plaisir. Merci, bonne journée à tous. À la Ciao. prochaine. Ah, comme d'habitude, laissez des commentaires, faites sonner la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu dès qu'on met des nouvelles vidéos. Je vous rappelle sur le site, je fais l'actualité aussi, on a toujours la boutique avec le salon de Mika et de Tino, la formation de Tino, le coaching de Tino et les e-books de Tradosor. Merci, ciao à tous, merci Adrien. Merci à tous. Merci, Denis. À la Ciao. prochaine.